J'ai le plaisir d'avoir avec moi le docteur Haddou Abdelnour. Alors vous êtes docteur en économie, vous êtes également expert en recherche avancée et fondateur du Deep Think. Deep Minds. Deep Minds. Voilà. Merci de rectifier. À côté de vous, monsieur, également docteur Mehdi Gaham, vous êtes directeur de la division productique. Voilà, merci de me corriger aussi. Robotique au niveau du CDTA, le Centre de développement des technologies avancées. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et puis Mohamed Hachir, docteur en géoéconomie et consultant d'émission également. Mohamed, merci d'être avec nous également ce soir. C'est moi qui vous remercie. Alors, première question d'abord à Dr Haddou Abdelnour. Vous avez fait le déplacement depuis la Corée du Sud pour assister à des événements et aussi pour concrétiser peut-être certains projets que vous vouliez voir émerger en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un aperçu sur votre parcours? Voilà, moi je suis Haddou Abdelnour, je suis né à Alger, en Algérie. Je fais mes études lycéennes ici, je finis le lycée technique, puis j'ai fait mes études en Union soviétique, et je précise pas la Russie, l'Union soviétique. La précision est importante. Voilà. Et après ça, Vous allez nous expliquer tout à l'heure, hein, car l'Union soviétique, c'est toute une histoire que vous avez développée sur place. Bien sûr, oui. Et puis c'était une expérience très enrichissante, c'était une expérience unique qu'on n'arrive même pas à la refaire. Et puis j'ai eu la chance de faire mes études aussi au Canada, à Vancouver. Après ça, je me suis déplacé en Corée. C'est un parcours en Corée du Sud, là où vous êtes installé jusqu'à ce jour. Voilà, j'ai fait mon doctorat en Corée du Sud. J'étais très intéressé. J'ai fait mes études en engineering avant, mais j'ai décidé de faire mon doctorat en économie. En voyant que peut-être je peux contribuer le plus à un niveau stratégique. Aujourd'hui, votre présence en Algérie, on imagine avec beaucoup de chercheurs, beaucoup de profils d'exception qui sont en ce moment en Algérie pour peut-être aller dans cette volonté de construire, d'apporter son savoir-faire. Vous êtes dans ce domaine des technologies avancées et vous comptez faire bénéficier votre pays de quelle manière, Monsieur Haddou? Voilà, nous avons vu l'avantage comparatif de la Corée qui est dans l'éducation et l'infrastructure technologique et les technologies avancées, on appelle le deep tech. Alors on a essayé de concrétiser ça en créant une entreprise qui s'appelle Deep Minds, qui se spécialise dans la création et des startups. Je définis ce qu'on appelle startup. Startup qui est lié à l'open innovation. L'open innovation, c'est un concept qui connecte la recherche et le développement à l'université et aux sociétés pour créer de la valeur dans le marché et promouvoir l'emploi. Très bien. J'aimerais aussi poser la question parce que nous avons notre vivier aussi en Algérie. Nous parlons bien sûr de la diaspora qui est primordiale, importante pour ce besoin de se développer technologiquement. Mais en Algérie, nous avons nos docteurs et nos compétences aussi qui sont là et qui travaillent tous les jours pour concrétiser justement cet objectif. Docteur Mehdi Gaham, je rappelle, vous êtes directeur de la division productique robotique au niveau du CDTA. Vous êtes au cœur des travaux de recherche. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu sur cette mission qu'est le CDTA? Alors, CDTA, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est le Centre de développement des technologies avancées, ici à Alger. CDTA a une grosse activité technologique dans ce qu'on appelle aujourd'hui les deep tech, on va dire, sur plusieurs divisions de recherche, notamment celle que je dirige qui est la productique robotique. Il y a beaucoup de travaux sur l'intégration de la robotique industrielle, la robotique de service, beaucoup de projets avec des partenaires socio-économiques. On est sur une approche beaucoup plus orientée applicative et orientée vers le marché national et vers une implication plus forte dans la dynamique nationale. Il y a d'autres divisions de recherche très très importantes aussi, celle en microélectronique, laser et applications, il y a de l'architecture des systèmes, une division télécom et plusieurs plateformes de recherche aussi dans les plateformes minces, plateformes de fabrication microélectronique. Alors,
tout cet écosystème technologique, on va dire au départ, est là un peu pour servir le pays et puis pour accompagner en fait cette dynamique nationale en termes d'innovation. Le CDTA est fort surtout par sa pluridisciplinarité. On est parmi les rares institutions en Algérie de recherche et de développement qui a plusieurs disciplines en fait dans un même endroit, ce qui fait que nous pouvons nous attaquer très vite à des problèmes pluridisciplinaires et surtout des problèmes appliqués en partenariat avec des partenaires socio-économiques, que ce soit des institutions de l'État, que ce soit des privés, des industriels. Et on a un certain nombre de projets aujourd'hui qui se concrétisent en partenariat et surtout en forte implication de ces partenaires. On pourrait en citer quelques projets peut-être alors, beaucoup de secteurs, hein, le secteur de pêche et aquaculture avec un système digital de monitoring, de cartographie, le secteur de l'eau, envasement des barrages aussi, on est sur un robot drone qui va faire ce qu'on appelle la bathymétrie pour évaluer le taux d'envasement des barrages en Algérie, c'est très très important, pour avoir vraiment la vraie information sur les vrais taux de remplissage de ces barrages-là. On a des projets avec l'agriculture, des projets avec des industriels pour la fabrication de systèmes semi-automatiques de soudage et de fabrication. On est sur plusieurs secteurs, hein, je veux dire que le CDTA est très grand, c'est pas toute la visibilité, mais on est sur plusieurs secteurs et la plupart des projets aujourd'hui du CDTA, tel que ça a été quand même fait par la direction actuelle et d'aller vers le secteur socio-économique. Très bien. Et ne plus répondre à un besoin socio-économique. Répondre à un réel besoin algérien surtout, oui. Et d'accompagner la dynamique qui est vue aujourd'hui en Algérie en termes économiques. Mohamed Achir, la question, après avoir écouté nos deux invités, l'Algérie, comment elle peut bénéficier, comment elle peut capitaliser sur ces domaines de recherche? On imagine que beaucoup de champs d'application sont nécessaires pour les recherches qu'on est en train d'encourager à travers le CDTA ou encore à travers nos compétences qui viennent de l'étranger. Il faut miser gros sur ce segment? Justement, c'est indispensable. Et puis l'Algérie, effectivement, elle a une prise de conscience que je dirais révolutionnaire par rapport à cette nécessité de tirer la croissance à partir des hautes technologies, mais aussi à partir de l'usage intensif de technologies et la construction d'un système d'innovation nationale. Et là, donc, je crois qu'il y a eu plusieurs décisions, il y a eu plusieurs même, il y a eu des lois, des circulaires, etc., et des politiques publiques depuis quelques années. La création de départements, des départements des startups qui n'existaient pas auparavant. Tout à fait, parce que tout est lié. Donc, il y a eu cette création d'un socle juridique d'abord et institutionnel pour accompagner et faciliter la traduction justement de la production scientifique en projet économique, c'est-à-dire pour relier même la recherche fondamentale avec la recherche appliquée. Et là, donc, il y a eu d'abord, d'une part, cet effort de création d'un écosystème national pour les startups, par exemple, parce que les startups, c'est un levier commun qui puisse traduire directement cette recherche en produits innovants. Et il y a eu également des réformes au niveau, je pense, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, surtout à travers les centres de recherche technologique, etc., pour relier, c'est-à-dire le monde de la recherche avec l'environnement, avec l'entreprise. Oui. Il y a eu, je pense, même la création d'un cadre juridique qui puisse rassembler à la fois l'entreprise et le chercheur universitaire dans un conseil scientifique, par exemple. Donc, tous ces liens qui ont été créés ces dernières années vont servir justement à la construction d'un système de recherche et d'innovation. Et puis, il y a des appels, même le président de la République, il a fait justement des appels à la contribution de la diaspora dans le cadre de cet effort de recherche scientifique et même de partage des expériences des pays développés ou bien les expériences des Algériens qui sont établis en fait à l'étranger pour renforcer les capacités endogènes surtout de systèmes d'innovation. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la compétitivité économique d'un pays ou de la compétitivité globale, tout court. Donc, ils viennent d'où aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a des avantages comparatifs. Nous avons l'énergie, le gaz, etc. Nous avons le climat, le territoire. Mais les gains de productivité aujourd'hui, on ne peut pas les avoir si on n'a pas
et une recherche et développement avancée si on n'a pas des capacités d'innovation importantes. La question, je reviendrai bien évidemment sur le besoin de développer ce segment qu'est la recherche, mais ce qui nous intéresse ce soir en particulier, ce sont cette volonté surtout d'ouvrir les portes à nos compatriotes avec cette valeur ajoutée, cette expérience. Et vous, Monsieur Haddou, vous avez justement vous avez trouvé des facilités, des portes ouvertes en Algérie pour venir créer votre projet ici. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu sur comment les choses se sont déroulées pour vous ici? Voilà, nous, le premier pas qu'on a fait, c'était d'abord de rassembler, de connecter avec nos diasporas à l'étranger, surtout les experts. On a beaucoup d'experts à l'étranger. On s'est fait dans un club comme ça, et puis on a essayé, plutôt que venir et de demander de l'aide à l'État, on s'est demandé plutôt de créer une entreprise qui puisse donner. Comme M. Mohamed le disait, il y a beaucoup d'avantages comparatifs en Algérie. Et le plus grand avantage comparatif qu'il existe en Algérie, c'est la main-d'œuvre qualifiée et puis les experts, les ingénieurs. C'est un pays qui produit plus de 100 000, 150 000 STEM graduates. Je m'excuse d'utiliser l'anglais. Ouais. C'est les sciences et technologies, mathématiques et engineering. C'est assez facile ici de regrouper un groupe d'experts très qualifiés. J'étais ému par la qualification de nos étudiants. Donc c'est à la fois c'est de revenir au pays, de donner des choses au pays, mais deuxièmement aussi on a un avantage énorme de venir et de construire quelque chose avec un impact énorme au niveau mondial, parce qu'on est toujours en contact avec des grandes sociétés et on sait comment ils travaillent, on connaît leur niveau, et puis on voit qu'on peut facilement être compétitif à un scale, ce qui fait l'avantage de l'Algérie. Si on compare l'Algérie à tous les autres pays de la région, je dis, l'Algérie a un avantage comparatif énorme, surtout dans le concept de scale. On a 150 000, puis c'est un nombre qui n'existe pas ailleurs. Et ça, c'est 150 000 chaque année. En plus, on a l'infrastructure qui est là. Et surtout la volonté, M. Haddou. La volonté est énorme. Vous avez des interlocuteurs en Algérie qui vous aident, justement qui échangent avec vous. Il y a cette facilité peut-être qu'on ne connaissait pas avant envers des Algériens. On connaissait des exemples de notre communauté qui voulaient venir en Algérie et qui malheureusement n'avaient pas peut-être ce vis-à-vis nécessaire. Aujourd'hui, vous témoignez d'un changement radical. Vous avez cette facilité à aller vers peut-être des institutions officielles qui vous accueillent, qui vous écoutent et qui sont intéressés par vos idées. C'est énorme, D'ailleurs, j'ai eu la chance de connaître les trois ministres algériens. Ils n'étaient pas ministres, mais les deux d'entre eux, ils n'étaient pas ministres. Et c'est la facilité de les connaître, de leur parler. J'étais dans la conférence africaine. On a été invités d'une manière très honorable. On a toutes les facilités. C'était très facile. C'était une conférence qui est au niveau, à l'échelle mondiale. C'était magnifique. On a eu la chance de voir des gens qu'on n'a pas vus. C'est des gens de partout dans le monde. Et on parlait avec les ministres. On s'assoyait, on prenait un café, on parlait. Et non seulement qu'on parlait, on écoutait, on se fait écouter aussi. Et puis, il y a toute une stratégie qui est venue là. Et puis, le lendemain, je vais en LinkedIn et je vois la stratégie qui est impliquée, qui est implémentée. Je ne pense pas qu'aux États-Unis, ils ont quelque chose aussi agile. On appelle de l'agilité. L'agilité est très importante. La réactivité peut-être. Voilà. C'est-à-dire que votre discours est perçu et il y a une réactivité à vos messages. Voilà, plus que ça. Parce que dans la deep tech, dans le concept de la start-up, le concept de l'agilité, agile, la philosophie agile est très importante, qui fait le succès de tous l'innovation, c'est l'agilité. Et
Et j'ai vu là, c'est-à-dire, j'ai vu que il y a plus que ça, il y a déjà des stratégies qui sont bien installées et ça avance très rapidement. Docteur Mehdi Gaham, on parlait hors antenne, hein, on parlait de cette stratégie concernant la promotion de l'intelligence artificielle. Vous en parliez aussi. C'est un schéma qui a été donc dessiné pour essayer un peu peut-être de franchir ce bond, hein, aller vers l'intelligence artificielle dans son aspect plus pratique. Est-ce que l'implication de nos compatriotes à l'étranger, vous la percevez comme cette valeur ajoutée qui est nécessaire aujourd'hui? Oui, quand même. Elle était là et elle était très très forte. Hein. Cette initiative en fait algérienne d'avoir une autre stratégie d'intelligence artificielle, elle rejoint ce que disait M. Haddou, hein, dire que aujourd'hui il y a une prise de conscience, on va dire terrible, à un très haut niveau de l'État par rapport aux besoins des nouvelles technologies et des efforts à faire pour pouvoir avoir ces nouvelles technologies en Algérie. Et il y a une initiative de par le ministère d'économie, de la connaissance et des startups et le ministère d'enseignement supérieur de la recherche scientifique d'élaborer une première stratégie nationale d'intelligence artificielle, et elle a vu participer beaucoup de compétences algériennes à l'étranger. Je veux dire que je vais citer le président du conseil de l'IA, un conseil national de l'IA, c'est professeur Marwan Debach, qui est quand même une sommité internationale dans le monde de l'IA et de télécommunications, et ces gens-là ont apporté beaucoup à cette stratégie-là. Ils apportent par leur présence, par leur recul et expérience à l'étranger, et en fait ils sont un peu un lead par rapport à une communauté nationale déjà très active, il faut le dire, hein, dire que nous avons un recul de plusieurs années sur l'intelligence artificielle. Il y a des écoles d'informatique, de digital, il y a eu même des initiatives de l'enseignement supérieur de créer l'école nationale supérieure d'intelligence artificielle et celle de mathématiques aussi, hein, qui travaille à peu près sur les mathématiques. Alors tout ça, ce fusionnement d'une dynamique nationale qui aujourd'hui prend réellement forme, hein, avec de vraies initiatives et de la compétence de nos compatriotes à l'étranger qui viennent appuyer, à vrai dire, un peu cette dynamique nationale. Je pense que c'est très très bien, et elle leur donne surtout un vrai rôle. Parce qu'en fait, la communauté nationale scientifique à l'étranger a toujours existé. Mais ils venaient, ils faisaient des conférences, ils faisaient de l'encadrement, ils essayaient d'orienter un peu, mais ils n'avaient jamais trouvé un tel cadre, on va dire, propice à la contribution. Et depuis quelques années, vu qu'aujourd'hui en Algérie, on a une certaine dynamique nationale qui est impulsée, on va dire, par les hautes sphères de l'État. On va dire qu'il y a une prise de conscience terrible sur l'importance d'une dynamique par rapport à la technologie, par rapport à l'innovation, par rapport à la start-up, par rapport à l'entrepreneuriat étudiant, qui fait qu'aujourd'hui il y a un socle, il y a un écosystème qui est en train de se construire, qui est en train de se créer et qui permet... Vous le ressentez, docteur? Oui, personnellement, tous les jours. Hein, dire que dans mon travail de chercheur, il se trouve aussi que j'ai une petite double casquette. Je suis aussi membre de la Commission nationale de labellisation des startups, des projets innovants et des incubateurs, qui est sous la tutelle du ministère des startups aussi. Hein, dire que, et je vois vraiment qu'il y a une dynamique énorme qui est en train de se créer aujourd'hui, qui est impulsée par ce ministère, par le ministère de la Recherche, l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Si je peux évoquer le 1275, ça veut dire le diplôme startup aujourd'hui, il y a des milliers d'étudiants algériens aujourd'hui qui prétendent à devenir entrepreneurs. Il y a vous le recevez de tout le territoire national, on imagine. Je vous dis, hein, ça part de Tlemcen à Soghara, à Alouad, à Dral, etc. Veut dire que, et c'est un plaisir énorme de voir tous ces jeunes-là s'insérer dans une logique, dans un nouveau paradigme. Parce que ce qui est important, veut dire que c'est pas peut-être le résultat à court terme, c'est pas un nombre de start-up, c'est pas un nombre de projets innovants, mais c'est surtout de voir que ces jeunes vont être le futur technologique, mais surtout entrepreneurial et économique de l'Algérie. On est en train de construire l'écosystème, les initiatives, les différentes règles, les lois qui sont en train de s'établir pour essayer de consolider cet écosystème-là, sont en train de construire l'avenir technologique du pays en créant une nouvelle génération d'entrepreneurs technologiques orientés vers l'avenir. Qui s'adaptent aux réalités d'aujourd'hui. Oui, exactement, et surtout qui s'adaptent aux réalités de l'Algérie. Parce que quand on voit les nombreux projets, j'ai cette chance d'avoir cette visibilité de beaucoup de ces projets-là, c'est des projets qui sont orientés vers l'Algérie,
vers le développement économique de l'Algérie, mais qui s'inspire de toute façon d'un écosystème technologique et scientifique international. Absolument. Nos universités sont baignées dans un environnement de recherche et de développement international. Les sujets traités généralement sont des sujets de pointe. La connaissance donnée est une connaissance de pointe. Ça veut dire qu'on a beaucoup de compatriotes qui sont des scientifiques, on va dire, très très bons, reconnus à l'international, qui sont dans une université, et ça permet d'avoir un peu de tout. Dire que la connaissance à la pointe des technologies, une jeunesse qui a envie de partir vers l'entrepreneuriat, partir vers l'innovation, ils adorent l'innovation. Ils sont là à chaque fois. D'ailleurs, on essaie toujours de les rapatrier un peu vers, non pas l'innovation juste technologique, mais l'innovation business aussi. Hein. C'est un petit problème aussi. Mais bon, à vrai dire, c'est déjà très très bien qu'ils soient là, qu'ils soient dans l'innovation technologique, et ils permettent aussi d'apporter beaucoup de choses à cet écosystème en construction. Absolument. Monsieur Haché, j'aimerais vous voir réagir sur ce qu'on vient de dire maintenant. Oui, c'est surtout le fait qu'il y a un changement de paradigme universitaire d'abord. Réinventer l'université algérienne de façon à ce qu'elle produise d'abord des entrepreneurs, des produits innovants, des start-up. C'est-à-dire que de rester juste dans l'enseignement. C'est-à-dire, nous ne sommes plus dans les concepts, nous sommes dans la concrétisation. La concrétisation, effectivement, c'est-à-dire une université au service de la recherche et développement, au service de l'innovation, une université entreprenante qui incite, qui libère les énergies des étudiants, des chercheurs aussi, mais aussi des chercheurs universitaires, des laboratoires qui sont connectés directement à l'entreprise. Ça, c'est très important. Ce lien qui est créé avec l'entreprise, et puis aussi qui participe à des questions stratégiques nationales. Quand on parle aujourd'hui un peu de l'orientation de certains projets de recherche vers les questions de sécurité nationale, et puis la notion maintenant de sécurité globale. Donc il n'y a pas que la sécurité, c'est-à-dire la sécurité alimentaire par exemple, la sécurité sanitaire, la sécurité informatique, énergétique, donc tous ces défis-là. Hein. Donc il y a maintenant, c'est-à-dire une orientation davantage de l'effort de recherche scientifique universitaire, et même on a vu des start-up qui ont inventé des solutions pour l'agriculture. C'est déjà important pour augmenter la productivité, par exemple, dans l'agriculture, c'est-à-dire l'impact direct sur la sécurité alimentaire. Donc, tout cet écosystème, effectivement, qui se construit actuellement, donc aura bien sûr les fruits peut-être à moyen terme, parce qu'à un certain niveau, la recherche, bien les produits innovants ont besoin quand même d'un temps, comme la start-up, il a besoin quand même de maturation. Oui, de maturation des étapes. C'est pour cette raison qu'il y a eu aussi ces incubateurs, ces accélérateurs, et il y a de plus en plus la mise en place du système de financier, ou bien un mode de financement adapté aux exigences de la start-up, et même de l'évaluation technique. Je pense notre ami Haddou pourrait beaucoup contribuer et aider les incubateurs algériens ou l'université algérienne dans l'évaluation technique, par exemple, des financements, etc. Alors, je vous ai vu tout à l'heure réagir quand on parlait un peu de la sécurité nationale. Voilà. Vous avez été sur plusieurs continents. Hein. Vous avez été au Canada et également en Union soviétique. Voilà. Hein. C'est très important de souligner ce passage pour atterrir enfin en Corée du Sud. La notion de sécurité nationale vous évoque un intérêt stratégique, on imagine, et vous en parliez en dehors, avant cette émission, on parlait justement de cet intérêt de créer ce principe de planification, aller sur une innovation, mais d'abord planifier et savoir où on va et définir justement les priorités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce concept de sécurité nationale avec toutes ces dérivées qui impliquent justement le travail qui doit être planifié pour peut-être des dizaines, peut-être des décades, pour l'avenir d'un pays? Alors, on a la chance et on a la chance en Algérie qu'on a toujours eu des planifications, on a toujours planifié, on a toujours pris le concept de la sécurité nationale comme le noyau du plan de développement. Moi personnellement, j'ai eu la chance de voir ça en pratique en Union soviétique.
Et puis en Amérique du Nord, j'étais au Canada, mais je travaille plus avec les États-Unis, donc c'était plus aux États-Unis. Et puis en Corée, et j'ai aperçu ce qui se passe en Chine. Donc, ce que j'ai aperçu personnellement, c'est-à-dire c'est pas une théorie, je suis pas en train de faire une théorie ici, mais ce que j'ai aperçu personnellement, c'est une méthodologie plutôt. Voilà. J'ai aperçu qu'il y a des choses en commun, c'est-à-dire tous les plans de développement du pays, que ce soit aux États-Unis, et ce qui m'a vraiment giflé, c'est que les États-Unis que ce soit l'Union soviétique, les États-Unis, même peut-être la Chine et la Corée, quand ils construisent, quand ils font un plan de développement national stratégique, on parle de stratégie ici, c'est un plan de développement complet, ça se base au fond sur la national security, ou la sécurité nationale. Oui. La sécurité nationale, comme M. Mohamed disait, que c'est la national security, et il y a des dérivés de la sécurité alimentaire, énergétique, sanitaire, du data, maintenant il y a la cyber security, du data. Des données, oui. Et à partir de ça, on tire. Par exemple, quand on parle de sécurité, alimentaire, les dérivés de ça veut dire qu'on doit avoir nos propres systèmes d'irrigation, on va construire des systèmes d'irrigation appropriés pour irriguer des surfaces énormes. Il faut avoir ses propres seeds, les semences, voilà, les propres seeds, avec ses propres méthodes de préserver les grains, les trucs, les semences et tout ça. Ça se dérive. Et à partir de ça, on fait un plan des énergies, c'est-à-dire il faut avoir tant de mégawatts. Et puis à partir de ça, il y a le truc de l'acier, par exemple. Ça, vous avez vu dans les news, il y a les États-Unis et les deux présidents des États-Unis qui sont catégoriquement contre le Nippon Steel, qui est une société japonaise qui va acheter une société de fabrication de métal, d'acier, voilà, d'acier, aux États-Unis, incitant la national security. Parce qu'en Amérique, ils ne peuvent pas avoir d'objection sans raison. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, on soulève un peu l'intérêt de la sécurité nationale pour protéger. C'est une forme de protectionnisme un peu de leur intérêt national. Moi, je le vois d'ailleurs d'une autre façon. C'est-à-dire ? C'est pas de protéger, c'est vraiment l'industrie de l'acier, ça fait partie de la sécurité. C'est pas ce qu'on a un alibi pour qu'ils utilisent, non. Ça fait partie parce que ça fait partie de la souveraineté, parce que ça, avec la base qu'on fait de la construction navale, d'ailleurs c'est ça le secret. Qu'on me dit qu'est-ce qui est le secret de la Corée, du développement de la Corée et du développement de la Chine. Moi je dirais la Corée, il y avait dans les années 70, il y avait ce qu'on appelle le plan stratégique de heavy industry, l'industrie lourde, chemical industry, CH, et le ship construction, la construction navale. Oui. Ils ont opté pour ces trois. Et ça demande, la Corée à une certaine période produisait 80 millions de tonnes d'acier. C'est-à-dire... concrétiser justement ce voilà. projet... Nous, on commence à faire, et espérons, l'Algérie doit arriver à 40 millions de tonnes, qui va donner... L'Algérie peut consommer jusqu'à 40 millions de tonnes d'acier. C'est de consommation locale, je ne dis pas d'export. Et ça va... Et puis... Quand on construit basé sur cette sécurité nationale, et l'éducation, ça fait partie, l'éducation at scale, le STEM, ça fait partie. J'ai vu ça avec mes yeux en Corée, j'ai vu comment ils donnent, d'ailleurs en Corée, les meilleures institutions sont des institutions pas privées. Les meilleures universités sont des universités publiques. Et puis c'est l'État dans des bourses. Les meilleurs étudiants ne payent pas pour les universités. Alors, ils essayent de pousser que le STEM, un nombre maximum de STEM,
Donc je pense que avoir une stratégie, et nous avons, c'est-à-dire on a le privilège en Algérie d'avoir cette avancée comparée aux trucs dans la région. Monsieur Gaham, il parlait justement sur le CDTA et cette multicompétence qui est concentrée justement à un même endroit. Le CDTA, on rappellera, est un organisme public avec des compétences algériennes. Quel est votre avis, par exemple, sur les choix stratégiques qu'est en train de faire l'Algérie, notamment, on parle de l'acier, on parle d'exploitation minière, qui sont des domaines extrêmement importants, stratégiques, qui ont figuré à maintes reprises dans les discours du président de la République. Il y a aussi l'implication de la recherche scientifique dans ce domaine-là? Exactement. Le CDTA lui-même participe à des actions par rapport au rail. C'est-à-dire que à la base, on a aussi un grand besoin en infrastructure de transport en Algérie. Le rail en fait partie. Quand on voit l'évolution de l'exemple chinois, il est vraiment très parlant sur ça. L'Algérie a opté pour des choix stratégiques, je pense, des plus importants. On veut dire que aujourd'hui, l'acier, par exemple, qui est un exemple d'un choix stratégique, est très important à l'international, est très important pour l'Afrique, est très important pour la région, et aussi il est très important pour l'Algérie elle-même. Nous sommes quand même un pays qui est encore en pleine construction. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On veut dire que vu l'immensité du territoire aussi. Du territoire, exactement. On veut dire que et c'est une chance. On veut dire que ça nous garantit quand même un PIB et un développement sur de longues années pour les futures années. On veut dire que et là, ces choix stratégiques-là sont très très importants. Ça a été fait quand même ces dernières années. On s'est aperçu qu'il fallait faire un peu plus d'efforts sur l'industrialisation ou la réindustrialisation de l'Algérie, parce que si on revient aux années 70, l'Algérie était arrivée à un certain niveau d'industrialisation qui était très très intéressant par rapport à d'autres pays dans le monde. Je ne parlerai même plus de la région. Et là, aujourd'hui, on est en train de revenir vers cette réindustrialisation du pays qui est des plus importantes. C'est vrai qu'on parle beaucoup de sécurité énergétique, sanitaire, alimentaire, etc. C'est très très bien, ça fait partie un peu du globe sécurité dans sa globalité, mais la réindustrialisation est aussi quelque chose de très très important. On parle aussi de digitalisation, d'intelligence artificielle, d'un monde qui est en train de se transformer, mais il ne faudrait pas qu'on oublie que ce monde reste quand même à la base assez physique et que l'industrie dans les grands pays représente toujours les 15 à 20%, en tout cas je parle des pays industrialisés, du PIB. Il ne faut pas oublier ça. Et l'Algérie est revenue vers ça. Et on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives. On parlait de l'acier, on parle de la réindustrialisation, on parle d'industrie lourde aussi, d'industrie électronique. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire en ce moment. Le CDTA est... je dirais pas au cœur, mais quand même participe. Mais vous êtes présent, vous êtes présent dans c'est toute l'initiative qui est entamée au CDTA depuis quelques années, c'est vraiment être au cœur de l'action, si j'ose dire. Dire que ne plus être une institution purement académique de recherche, mais être une institution académique aussi. Dire qu'on reste sur les vrais repères scientifiques qu'on doit avoir, mais aussi avoir de l'impact sur son environnement socio-économique. Et pour avoir de l'impact, il faut participer à cette dynamique-là. Est-ce qu'il y a vraiment une inspiration de certaines expériences réussies comme celle de la Corée du Sud ou de certains pays qui peuvent être transposés sur des modèles de recherche algériens? Est-ce que vous, dans votre domaine de recherche... Voilà, en fait, c'est vrai que le monde, c'est plusieurs modèles de recherche. Généralement, pendant de longues années, on n'avait pas vu très loin, on était face à des domaines de recherche historique, des modèles de recherche historique qui étaient le modèle purement académique, sans beaucoup de relations avec le monde industriel et économique. Mais si je dois citer aujourd'hui un modèle de recherche des plus intéressants, c'est le modèle de recherche allemand, qui reste quand même une référence internationale dans ce domaine-là. Ça veut dire que c'est une recherche qui est déjà très solide sur le plan académique, mais qui est foncièrement orientée vers l'applicatif. Et c'est vers ce modèle de recherche qu'on devrait aller. En tout cas, je parle pour la partie tech, STEM, etc. Ça veut dire que c'est important de rester sur une implication économique, sur un ancrage économique et au réel, je veux dire à la situation du pays, et de rabattre tout notre effort de recherche vers ça. C'est-à-dire qu'on a deux systèmes de recherche en Algérie. On a le système universitaire et le système des centres de recherche, ce qui est un peu différent. Le système universitaire est créateur de connaissances
qui est en train de changer de paradigme aussi aujourd'hui, il devient créateur de start-up, d'entrepreneurs, etc. Et c'est très très bien, c'est une vraie révolution et c'est un changement de paradigme. Il y a aussi les centres de recherche qui sont des institutions un peu académiques, mais beaucoup plus orientées vers l'industrie. Elles ont été créées pour ça à la base. Et on est en train de revenir graduellement vers cette vraie mission d'implication avec le secteur socio-économique, et c'est le vrai modèle de recherche à suivre, en tout cas pour les centres de recherche, mais aussi pour les universités. D'ailleurs, les efforts qui sont faits par rapport aux dernières orientations du ministère, c'est d'ancrer par exemple les thèses de doctorat, les sujets de doctorat à des réalités économiques, c'est-à-dire qu'ils insistent qu'il y a un partenaire économique par rapport au sujet de doctorat. Ce qui n'était pas fait il y a quelques années. Auparavant, on était sur des sujets de doctorat, de formation, etc., qui étaient très bien sur le plan scientifique. Il n'y a rien à dire là-dessus, là, c'est pas ça le sujet. Mais qui n'ont pas d'impact. Malheureusement, qui parfois allaient explorer des sujets scientifiques de pointe à l'international et qui n'étaient pas vraiment la réalité du terrain algérien. Et on doit essayer de revenir graduellement, mais garder aussi un certain équilibre entre une recherche purement appliquée à ce qui se passe en Algérie, mais aussi une recherche qui nous projette vers l'avenir. C'est un équilibre très compliqué à avoir, mais c'est ce qu'on essaie d'avoir aujourd'hui. Qui est nécessaire aujourd'hui, ne pas être en retard aussi sur ce qui se fait ailleurs. Mohamed Hachir, vous êtes également enseignant universitaire. On imagine que les étudiants qui viennent vers vous, vous ressentez aussi cet engouement peut-être pour aller vers l'innovation, pour aller vers... Même si le domaine reste, les domaines restent divers, hein, mais aujourd'hui, vous ressentez cette volonté chez nos jeunes? Oui, c'est une volonté quand même affichée de la part des étudiants, surtout par rapport à la question entrepreneuriale, c'est-à-dire ils veulent davantage s'impliquer dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc même ils essaient justement de traduire leurs projets, que ce soit le projet de mémoire, par exemple, de licence, ou bien le rapport de stage, par exemple, déjà à partir du rapport de stage en 3e année, ils essaient justement de chercher comme ça des domaines dans lesquels ils peuvent créer un projet d'entreprise, c'est-à-dire traduire des idées de projet en projet entrepreneurial, mais aussi il y a des masters aussi qui veulent déjà, même dans le choix des thématiques. Donc les étudiants maintenant essaient toujours de choisir des thématiques à vérifier sur le terrain, des thématiques empiriques et des thématiques pratiques. Et ça c'est dans le domaine bien sûr des sciences économiques et sociales, domaine technique et technologique, scientifique, et certainement ça va être encore davantage de thématiques qui répondent directement à des besoins économiques ou bien à des besoins c'est-à-dire de l'environnement carrément. Oui. Donc c'est ça l'orientation, c'est-à-dire il y a cette volonté, disons, de ne pas se contenter seulement d'un diplôme, mais cette volonté de créer lui-même son propre emploi, ou bien disons son entreprise, son projet. Donc c'est cette orientation qui est intéressante pour ne pas rester justement dans la formation de masse, etc. Et puis voilà, c'est ça. Parce que en tout cas, si on prend par exemple jusqu'à 200 000 peut-être diplômés par an, est-ce que la fonction publique ou le tissu économique peut absorber tout ça? C'est impossible. Donc c'est pour cette raison qu'il faudrait que cette orientation soit encouragée pour créer plus d'opportunités. Je voulais poser la question également parce que vous avez justement une idée assez précise sur ce qui se fait notamment dans les pays asiatiques, des modèles de développement économique. M. Haddou parlait de la Corée du Sud, avec des choix stratégiques majeurs. 3, vous en parliez tout à l'heure, dont la construction navale, qui constitue un vecteur de développement important. Votre avis, justement, sur le modèle que pourrait inspirer notre pays, justement pour... Oui, le modèle de la Corée du Sud, et même le modèle chinois. En tout cas, il y a beaucoup de similitudes entre ces deux modèles. Et le fond de ces modèles, on le retrouve dans justement la planification stratégique et la vision stratégique. Et puis, une vision de long terme. C'est un modèle de long terme et c'est un modèle global. C'est-à-dire, si on prend par exemple la Corée du Sud aujourd'hui est parmi les pays les plus avancés en termes d'innovation, de technologie, et même des grands champions multinationaux. Mais cela a commencé même avec des investissements indirects, c'est-à-dire
l'effort qui a été fait par l'État, d'abord après avoir construit une vision stratégique de long terme et une planification, puis il y a un effort important dans l'éducation par exemple. Des investissements très importants dans l'éducation, la recherche scientifique et des choix ciblés des filières. Elle a parlé de la construction navale, par exemple. Ça vient d'une stratégie, ce qu'on appelle le choix ciblé des filières à développer. Et même des choix ciblés de l'exportation, c'est-à-dire des marchés à pénétrer à l'international. Donc il y a eu un travail qui a visé la construction de ce qu'on appelle le concept, d'ailleurs. Le concept utilisé pour expliquer un peu ce qui s'est fait en Chine, en Corée du Sud, même dans les pays sud-asiatiques aussi. Hein. C'est un peu l'état développementaliste, hein, developmental state. Et là, ils se sont basés sur la construction d'abord de ce qu'on appelle la compétitivité structurelle. Alors, c'est quoi la compétitivité structurelle? C'est quand l'environnement, à travers des grands investissements publics, on construit un environnement attractif. Un environnement qui va permettre une meilleure éducation, une meilleure formation, un très bon système de recherche et développement, des capacités d'innovation domestiques, c'est-à-dire nationales. Et puis on construit bien sûr des infrastructures, les routes, le rail, etc., le système financier, les banques. Une fois on a construit tout ça, après, donc ça donne en quelque sorte la compétitivité même à l'international. C'est-à-dire à partir de là, quand on a même des villes, les villes modernes et les villes intelligentes, etc., donc le cadre de vie attractif. Donc même le problème des talents, parce qu'aujourd'hui par exemple, il y a un grand problème. Il y a une guerre sur les talents. Tous les pays du monde essaient de capter les talents. Parce que c'est les talents qui font la différence. C'est comme le football en tout cas. C'est les talents qui font la différence. Donc là, quand on construit tout cet environnement global, attractif, donc on garde aussi nos talents. Et ce qui est en train de se faire, même en Algérie, donc on voit quand même les budgets consacrés pour l'éducation, la santé, le logement, c'est très important, parce qu'il faut un cadre aussi, le logement, les routes, etc. Donc il faut continuer dans cette projection, mais il faut planifier davantage. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de planification comme ça, institutionnellement définie. Il faudra peut-être aller sur des planifications sur des périodes beaucoup plus longues, oui, mais carrément. Fixer des objectifs. Pourquoi pas un ministère de la planification? Pas en avant, parce qu'à un certain moment, c'était le FMI, le plan d'ajustement structurel, il faut en finir, l'économie de marché, etc. Alors non, il disait notre ami Hadou que même ces pays libéraux planifient. Mais on ne voit pas leur planification, parce que c'est de l'intelligence. Exactement. Et c'est jalousement gardé. Monsieur Hadou, nous allons arriver pratiquement à la fin de l'émission. J'aimerais vous entendre encore sur ce que Monsieur Hadou Abdelnour va concrétiser en Algérie. Quels sont vos projets, quels sont vos vœux justement, quel est votre projet justement que vous voulez voir émerger dans votre pays? Voilà. Nous, on est venu avec une mission ici en Algérie. On a une mission, on a planifié, comme je disais. On a des plans, on a planifié. On est un groupe assez important de fondateurs. Et puis notre plan, c'est très simple. Le plan, puisque, comme je disais, il y a l'infrastructure, elle est là, légale, notamment légale, et puis les ministres sont là. Nous, on a des nombres très précis. Nous pensons créer quelque chose comme, si on arrive avec le Open Innovation, comme je disais d'ailleurs, c'est l'involvement de l'État est primordial. Comme je vous disais avant, tout le monde pense que les grandes recherches aux États-Unis se font par les privés, Google et les privés, mais pas du tout. C'est la DARPA. La DARPA, c'est une organisation qui appartient à l'État américain, précisément au ministère de la Défense, et toutes les innovations qu'on connaît, toutes, sans exception. L'Internet, le Facebook, le truc, tout est issu de là. Et ça a été fait 10 ans en avant. Donc l'involvement, la participation de l'État est primordiale et ils donnent des grants à travers des programmes d'innovation. Nous, maintenant, on essaye on est là, on est venu en Algérie. On veut essayer de promouvoir, de créer des startups. Nous pensons, si on arrive à créer une centaine par année, ce sera bien. Mais nous pensons, avec l'aide de l'État, avec une stratégie, l'État,
par nous aider personnellement avec une stratégie de création. Nous pensons que 10 000, c'est très faisable en Algérie avec 150 000 STEM graduates. 10 000 par an, c'est très faisable. Et ça a un financement qui ne va pas dépasser le $1 milliard par année. Dans différents domaines, on imagine. Bien sûr, dans tous les domaines. Et ça va créer, les 10 000, ça va créer ce qu'on appelle une réaction nucléaire et un développement exponentiel. Si chaque entreprise, si chaque start-up qui est bien, comme disait Monsieur Gahan, c'est pas seulement la technologie, on a besoin de marketing, alors c'est tout le monde, c'est tous les 250 000 Algériens qui vont participer, les économistes, les marketing, et ça, on a besoin quand on construit une start-up, on a besoin, je pense que ça va absorber un nombre très important, dans les centaines de milliers par an, et c'est ça ce qu'ils font les Coréens maintenant, et c'est ça ce qui fait Stanford. Pourquoi Stanford est aussi populaire? D'ailleurs, je vais pas me dire, c'est-à-dire un institut qui est meilleur d'un autre institut, mais Stanford, c'est l'institut qui crée plus de start-up, de nombre. C'est-à-dire que c'est la méthode qui fait la différence. C'est la méthode, et c'est ça les Coréens. Les Coréens, ils font ça, c'est l'État qui fait ça. Aux États-Unis, c'est la même chose. Et nous avons tous c'était pas possible de le faire avant. Maintenant, on a assez d'électricité, assez un cadre souhaitable. Je pense que ça peut être avec l'Open Innovation Program, ça veut dire qu'on va faire des programmes avec les centres de recherche, les universités et les sociétés privées ou sociétés publiques. Qui sont créer cette synergie nécessaire justement pour... Et c'est ça le plan qu'on essaie d'implémenter avec un petit noyau et d'aller au-delà. Vous êtes combien de chercheurs, combien d'entrepreneurs? On est quelque chose comme, avec les board members et tout ça, on est dans les quarantaines. Voilà. Et qui sont appelés, qui est appelé à s'agrandir. Voilà, c'est des gens qui sont, nous on s'est dédiés à gérer ça, mais c'est des gens qui travaillent, qui font leur boulot, comme Monsieur Marwan et tout ça. C'est des gens qui travaillent, et nous on essaye de construire cette entité, en même temps essayer de prendre le plus possible sans les perturber dans leur vie quotidienne. Très bien. Monsieur Gaham, juste un dernier mot pour parler peut-être de cette ouverture et peut-être de cette collaboration prochaine, on l'espère, avec ce noyau de start-up qui verra le jour, Inch'Allah, dans les plus brefs délais. Le CDTA est pleinement impliqué dans cette initiative. Et dans votre domaine, dans votre département, vous le voyez d'un bon œil, c'est-à-dire dans le développement de la robotique. C'est intéressant pour vous, ça pourra apporter cette valeur? Il est connu en fait que la start-up, c'est vraiment sur des sujets deep tech, d'innovation. La robotique fait partie, la robotique, la productique, nous avons plusieurs activités, de la réalité augmentée, de la CFAO, etc. Dire et beaucoup de collaborations avec du secteur médical, agricole, etc. Et on voit qu'il peut y avoir beaucoup de start-up. Nos jeunes peuvent venir se ressourcer au CDTA en termes d'expertise, d'innovation, de sujets, etc. Et d'ailleurs, le CDTA vient de créer son incubateur qui pourrait accueillir ces jeunes-là. Ils seraient dans un environnement scientifique et applicatif très très intéressant pour eux, qui leur permettrait d'acquérir cette expertise pour aller vers les marchés. Et on s'intègre pleinement dans cette initiative. Dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'Open Innovation est décrété en Algérie. Dire qu'il y a des lois pour ça. Ça a été fait pour essayer de rapprocher les gros donneurs d'ordre avec des centres de recherche et universités, mais aussi avec des start-up autour. Et ce modèle, c'est un des meilleurs modèles en fait qui existe dans le monde. Essayer de faire que des start-up puissent se ressourcer à partir de gros donneurs d'ordre, tels que de grosses entreprises, etc. Et que les centres de recherche soient partenaires. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui par le CDTA, par des universités et par tout cet écosystème qui est en train de se créer. Merci. Un dernier mot pour vous, Monsieur Hachel, avant de clore cette émission. Bon, c'est en tout cas aujourd'hui
c'est incontournable, surtout l'intelligence artificielle et tout ça, c'est créé par la matière grise et les talents. Donc l'Algérie, là, elle a quand même un potentiel très important dans les universités, les centres de formation et de recherche scientifique, mais aussi même au niveau des entreprises. Et toute cette dynamique-là doit continuer dans le temps et doit aussi être cadrée et renforcée par une stratégie de long terme. Merci à vous Mohamed Achir, merci Dr Haddou Abdelnour. Je rappelle, vous êtes docteur en économie, vous êtes également expert en recherche avancée et fondateur, rappelez-moi encore une fois. DeepMinds. Je ne sais pas pourquoi je reste sur Deep Think. DeepMinds, Oui, merci. Deep Think, c'est un nom meilleur peut-être. Peut-être rebaptisé alors. Alors je rappelle, vous êtes installé en Corée du Sud, vous êtes en Algérie justement pour faire partager justement votre expérience et votre vécu avec votre pays d'origine. Vous êtes le bienvenu, vous et tous ces Algériens qui nous font honneur, hein, qui ont réussi à l'étranger et qui reviennent en Algérie pour contribuer à l'édification de notre pays. Merci encore une fois. Docteur Mehdi Gaham également, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes directeur de la division productique j'arrive, hein, productique et robotique, CDTA, donc le Centre de développement des technologies avancées. Merci encore une fois pour votre précieuse contribution. Et puis Mohamed Achir, docteur en géoéconomie, consultant d'émission. Merci encore une fois Achir pour toutes ces contributions de valeur que j'ai honneur tout le temps à faire partager avec nos téléspectateurs. Merci à vous tous. Merci Madame, Monsieur d'avoir suivi cette émission. Très bonne soirée à tous. À bientôt.